L'anecdote de la pomme de Newton n'est probablement pas vraie, mais elle est symbolique. Parlons-en donc comme si elle était vraie. Eh bien, nous devons croire qu'avant Newton, bien des hommes avaient vu tomber des pommes. Aucun n'avait rien su en conclure. L'effet serait stérile s'il n'y avait des esprits capables de choisir entre eux, en discernant ceux derrière lesquels il se cache quelque chose, et de reconnaître ce qui se cache derrière. Des esprits qui, sous le fait brut, sentiront l'âme du fait. En mathématiques, nous faisons tout à fait la même chose. Des éléments variés dont nous disposons, nous pouvons faire sortir des millions de combinaisons différentes. Mais une de ces combinaisons, tant qu'elle est isolée, est absolument dépourvue de valeur. Nous nous sommes souvent donné beaucoup de peine pour la construire, mais cela ne sert absolument à rien, si ce n'est peut-être à donner un sujet de devoir pour l'enseignement secondaire. Il en sera tout autrement le jour où cette combinaison prendra place dans une classe de combinaisons analogues, et où nous aurons remarqué cette analogie. Nous ne serons plus en présence d'un fait, mais d'une loi. Et, ce jour-là, le véritable inventeur, ce ne sera pas l'ouvrier qui aura patiemment édifié quelques-unes de ces combinaisons, ce sera celui qui aura mis en évidence leur parenté. Le premier n'aura vu que le fait brut, l'autre seul aura senti l'âme du fait. Souvent, pour affirmer cette parenté, il lui aura suffi d'inventer un mot nouveau, et ce mot aura été créateur. L'histoire de la science nous fournirait une foule d'exemples qui sont familiers à tous. Le célèbre philosophe viennois Mach a dit que le rôle de la science est de produire l'économie de pensée, de même que la machine produit l'économie d'effort. Et cela est très juste. Le sauvage calcule avec ses doigts ou en assemblant de petits cailloux. En apprenant aux enfants la table de multiplication, nous leur épargnons pour plus tard d'innombrables manœuvres de cailloux. Quelqu'un autrefois a reconnu, avec des cailloux ou autrement, que 6 x 7 font 42, et il a eu l'idée de noter le résultat. Et c'est pour cela que nous n'avons pas besoin de recommencer. Celui-là n'a pas perdu son temps, si même il ne calculait que pour son plaisir. Son opération ne lui a pris que 2 minutes, elle en aurait exigé en tout 2 milliards, si 1 milliard d'hommes avaient dû la recommencer après lui. L'importance d'un fait se mesure donc à son rendement, c'est-à-dire à la quantité de pensée qu'elle nous permet d'économiser. Une formule algébrique, qui nous donne la solution d'un type de problème numérique, pourvu que l'on remplace à la fin les lettres par des nombres, est l'exemple simple qui se présente tout d'abord à l'esprit. Grâce à elle, un seul calcul algébrique nous épargne la peine de recommencer sans cesse de nouveaux calculs numériques. Mais ce n'est là qu'un exemple grossier. Tout le monde sent qu'il y a des analogies qui ne peuvent s'exprimer par une formule et qui sont les plus précieuses. Si un résultat nouveau a du prix, c'est quand en reliant les éléments connus depuis longtemps, mais jusque-là épars et paraissant étrangers les uns aux autres, il introduit subitement l'ordre là où régnait l'apparence du désordre. Il nous permet alors de voir d'un coup d'œil chacun de ces éléments et la place qu'il occupe dans l'ensemble. Ce fait nouveau, non seulement est précieux par lui-même, mais lui seul donne leur valeur à tous les faits anciens qu'il relie. Notre esprit est infirme comme le sont nos sens. Il se perdrait dans la complexité du monde si cette complexité n'était harmonieuse. Il n'en verrait que les détails, à la façon d'un myope, et il serait forcé d'oublier chacun de ces détails avant d'examiner le suivant, parce qu'il serait incapable de tout embrasser. Les seuls faits dignes de notre attention sont ceux qui introduisent de l'ordre dans cette complexité et la rendent ainsi accessible. Les mathématiciens attachent une grande importance à l'élégance de leurs méthodes et de leurs résultats. Ce n'est pas là du pur dilettantisme. Qu'est-ce qui nous donne en effet dans une solution, dans une démonstration, le sentiment de l'élégance ? C'est l'harmonie des diverses parties, leur symétrie, leur heureux balancement. C'est, en un mot, tout ce qui y met de l'ordre, tout ce qui leur donne de l'unité, ce qui nous permet par conséquent d'y voir clair et d'en comprendre l'ensemble en même temps que les détails. Mais, précisément, c'est là aussi ce qui lui donne un grand rendement. En effet, plus nous verrons cet ensemble clairement et d'un seul coup d'œil, mieux nous apercevrons ces analogies avec d'autres objets voisins. Plus, par conséquent, nous aurons de chances de deviner les généralisations possibles.
L'élégance peut provenir du sentiment de l'imprévu, par la rencontre inattendue d'objets qu'on n'est pas accoutumé à rapprocher. Là encore, elle est féconde, puisqu'elle nous dévoile ainsi des parentés jusque-là méconnues. Elle est féconde même quand elle ne résulte que du contraste entre la simplicité des moyens et la complexité du problème posé. Elle nous fait alors réfléchir à la raison de ce contraste, et le plus souvent, elle nous fait voir que cette raison n'est pas le hasard, et qu'elle se trouve dans quelques lois insoupçonnées. En un mot, le sentiment de l'élégance mathématique n'est autre chose que la satisfaction due à je ne sais quelle adaptation entre la solution que l'on vient de découvrir et les besoins de notre esprit. Et c'est à cause de cette adaptation même que cette solution peut être pour nous un instrument. Cette satisfaction esthétique est par suite liée à l'économie de pensée. C'est encore la comparaison de l'Érectéion qui me vient à l'esprit, mais je ne veux pas la resservir trop souvent. C'est pour la même raison que, quand un calcul un peu long nous a conduit à quelques résultats simples et frappants, nous ne sommes pas satisfaits tant que nous n'avons pas montré que nous aurions pu prévoir, sinon ce résultat tout entier, du moins ses traits les plus caractéristiques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui nous empêche de nous contenter d'un calcul qui nous a appris, semble-t-il, tout ce que nous désirions savoir ? C'est parce que, dans des cas analogues, le long calcul ne pourrait pas resservir, et qu'il n'en est pas de même du raisonnement souvent à demi-intuitif qui aurait pu nous permettre de prévoir. Ce raisonnement est en cours, on en voit d'un seul coup toutes les parties, de sorte qu'on aperçoit immédiatement ce qu'il faut y changer pour l'adapter à tous les problèmes de même nature qui peuvent se présenter. Et puisqu'il nous permet de prévoir si la solution de ces problèmes sera simple, il nous montre tout au moins si le calcul mérite d'être entrepris. Ce que nous venons de dire suffit pour montrer combien il serait vain de chercher à remplacer par un procédé mécanique quelconque la libre initiative du mathématicien. Pour obtenir un résultat qui ait une valeur réelle, il ne suffit pas de moudre des calculs ou d'avoir une machine à mettre les choses en ordre. Ce n'est pas seulement l'ordre, c'est l'ordre inattendu qui vaut quelque chose. La machine peut mordre sur le fait brut, l'âme du fait lui échappera toujours.